Bonsoir à tous, et cette fois c'est la bonne. Oui, ça y est, VOBS a l'air de fonctionner correctement. Bon, désolé de ces petits soucis techniques pour ceux qui nous écoutent en live. Bienvenue pour cet épisode 19 de SI. Avec moi, comme d'habitude, l'équipe de choc avec Charles. Salut. Et Alex. Bonjour à tous. Voilà, bon, comme je le disais en introduction, on a eu quelques soucis techniques. C'est un petit bug avec OBS. Mais là, ça fonctionne à peu près. Bref, désolé pour ce retard. Alors que, comme je le disais, vous qui nous écoutez en live, bonjour à vous déjà. Et puis donc vous pouvez nous écouter en live comme d'habitude à chaque fois quand on enregistre l'épisode, on se met en live sur badgeek.fr/live. Si vous nous écoutez directement via Twitch, je vous invite à venir sur badgeek.fr/live et à vous loguer sur le petit IRC en bas de la page, comme ça vous pourrez discuter directement avec nous puisque on surveille que ce chat là et pas l'autre. Tout simplement. Et si jamais vous avez une connexion de paysan, vous pouvez aller sur Mixler aussi pour avoir que l'audio, donc c'est / les dessous du troll. Ah, c'est bien. Ah oui. Oui, parce qu'on stream sur celui des dessous du troll, quoi. Ouais. Normal. Sinon, la petite promo habituelle, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et si Anticipation, même si on ne met pas beaucoup à jour, vous pouvez surtout nous retrouver sur Twitter et __si, où là par contre on le met à jour, sur le Tumblr et-si-anticipation.tumblr.com où on met tous les épisodes, donc les vidéos, l'audio et les infos diverses et variées. Ensuite, vous pouvez aussi retrouver toutes les vidéos sur YouTube et si Anticipation. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce qui s'agit de nous retrouver. On a aussi un truc Dailymotion, mais je mets plus les vidéos dessus parce que c'est la misère et que Dailymotion, quoi. Voilà. Sinon, on remercie comme d'habitude BadGeek pour nous héberger aussi bien pour le live que pour nous diffuser off live. C'est-à-dire vous pouvez retrouver tous les épisodes et toutes les vidéos aussi sur le site de BadGeek. On remercie aussi Xleak, nos copains de chez Xleak qui nous ont fourni notamment tous les visuels qui permettent de faire une vidéo qui ressemble à quelque chose, parce qu'avant c'était un peu tout moche. Donc merci à eux. Et sur ce, on va commencer cet épisode de SI, épisode numéro 9, un épisode hors série, on va le qualifier comme ça, puisqu'on va parler aujourd'hui d'une uchronie, celle probablement la plus célèbre du siècle dernier, puisqu'on va se poser la question de savoir si les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se serait passé ? Alors, avant quand même de commencer l'épisode, je suis déjà à la bourre, bravo. Juste pour vous dire très rapidement que évidemment, on ne fait pas un épisode comme ça pour dire c'est dommage que les Allemands aient pas gagné la guerre, on aime bien les nazis. C'est absolument pas le débat de ce soir. On ne cautionne évidemment aucune des exactions qu'il y a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale de la part des Allemands, notamment de la Shoah. Oui. Voilà, c'est juste pour préciser ça, on ne fait pas de l'apologie du nazisme ou quoi que ce soit, on s'intéresse juste à une question de société qui se pose énormément, aussi bien en littérature, au cinéma, dans les séries, voilà. Donc nous aujourd'hui on se la pose dans l'épisode, et je laisse tout de suite la parole à Charlie qui va commencer avec la première partie. On va se poser déjà la question de qu'est-ce qui aurait pu nous amener à cette uchronie. Oui, alors moi je vais vous parler des détails historiques qui auraient pu faire une uchronie. Donc j'entends là par là les petites actions qui finalement ont fait basculer la guerre plutôt du côté des Alliés que des Allemands pour le coup, que de l'Axe. Donc on va remonter le temps jusqu'en 1941. Alors je vais vous parler des uchronies les plus célèbres. J'en oublie certainement beaucoup. Il y en a énormément qui sont connus, mais on en a sélectionné un certain nombre et on va vous en parler. Donc en 1941, une première uchronie. Il faut savoir qu'à l'époque le président Roosevelt voyait la menace de l'Axe venir et voulait engager son pays dans beaucoup plus de guerres qu'elle ne s'était engagée jusque-là. C'est-à-dire que la guerre a commencé en 39, les États-Unis sont restés assez passifs jusqu'en 41 et Roosevelt voulait vraiment engager la guerre parce qu'il savait très bien, son idée à lui c'était que si les Allemands et l'Axe conquérissent l'Europe,
il pourrait très bien être le prochain, finalement. L'une des premières uchronies, c'est pourquoi il est rentré en guerre. Il est rentré en guerre parce qu'il y a eu le Japon qui a attaqué Pearl Harbor. Et du coup, l'opinion est devenue favorable aux États-Unis pour se lancer dans cette guerre. Ouais, et c'est pour ça. Ils avaient attaqué eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Ils étaient directement concernés. Roosevelt a utilisé ça pour attaquer d'abord les Allemands et l'Axe au lieu de se défendre. Au lieu de se défendre contre les Japonais, enfin il y a eu des actions similaires, mais il a vraiment axé sur l'Allemagne parce que il voulait débarquer avant que l'Angleterre se fasse totalement submerger. L'Angleterre à ce moment-là était sous les feux ennemis, était en train de se faire bombarder pendant quelques dizaines de mois, et du coup c'est le moment quoi. S'il n'avait pas de terre pour pouvoir avoir une base d'opération, ça aurait été complètement plus difficile de pouvoir débarquer en Europe. Et c'est pour ça qu'il est pris en guerre. Donc la première uchronie, ça sera et si Pearl Harbor n'avait pas eu lieu, les États-Unis ne seraient pas rentrés en guerre contre, ne seraient pas rentrés en guerre ouverte, en tout cas, j'ai envie de dire, contre les Allemands et l'Axe. Et du coup, les Allemands et l'Axe auraient pu avoir le terrain libre pour envahir l'URSS et les États-Unis dans un deuxième temps. La deuxième uchronie, j'en ai parlé, c'est la déclaration de guerre contre l'URSS, à savoir qu'ils avaient signé un traité de paix et un pacte de non-agression. Un pacte de non-agression, pour être précis, exact. Et un an après, tout simplement, ils déclarent la guerre à l'URSS, parce que ils avaient à ce moment-là des sous-marins qui tenaient éloigner la guerre par rapport aux États-Unis, donc ils étaient relativement tranquilles par rapport à ce moment-là. Ils avaient conquéri pratiquement toute l'Europe. Et c'était le bon moment pour déclarer la guerre en Russie. Sauf que s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient pu peut-être prévoir ce qui allait arriver. C'est les Américains qui arrivent à débarquer, pas à débarquer, je veux dire, mais à engager la guerre en Europe. Et pour ce faire, ça a été très difficile. Il y a une autre uchronie qui est si l'Angleterre avait été pris plus tôt par les Allemands, elle n'aurait pas pu faire un acte désespéré qu'elle a fait en dernier recours, c'est-à-dire envoyer tous ses brevets technologiques de guerre, ses brevets militaires, aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que dans ces brevets militaires, il y en a des très importants, des moins importants, mais il y a une petite perle, un truc qui passait inaperçu dans le premier truc et qui a pratiquement fait toute la guerre. C'est un brevet qui équipe les sondages, les détecteurs, les radars des bateaux américains, et qui multiplie leur portée par 100. Et d'un coup, sur toute la mer, ils ont vu tous les sous-marins de l'Axe, et du coup, ils savaient exactement se prémunir des attaques contre ces sous-marins qui auparavant les empêchaient d'établir quoi que ce soit en Europe. Donc c'est ce brevet-là qui a vraiment permis aux Américains d'aller en Europe, et c'est ce que les spécialistes considèrent comme l'une des uchronies majeures, en fait. Beaucoup plus que la bombe atomique, mais on en parlera plus tard. Alors, moi, je vais vous parler d'une autre qui est beaucoup moins connue et beaucoup plus tordue. Alors, je vais essayer d'expliquer ça clairement parce que c'est très compliqué comme histoire. Il faut savoir qu'avant le débarquement de Normandie, qu'on connaît bien en 1944, les Alliés étaient déjà en guerre en Afrique du Nord et ont commencé ensuite à déporter la guerre sur le sud de l'Europe, à savoir l'Italie et la Provence. Et notamment via un débarquement en Italie qui a eu lieu en septembre 1943. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en juillet 1943, Mussolini s'est fait capturer et s'est fait donc destituer du pouvoir, fort logiquement, et a été remplacé par le maréchal Badoglio. Et il était très connu, ce maréchal, pour vouloir sortir de l'Italie
pour De la pouvoir faire sortir l'Italie de la guerre. Ils en avaient marre enfin lui personnellement et la population italienne aussi d'ailleurs, en avait marre du conflit et voulait trouver un moyen d'en sortir sans trop comme beaucoup voilà, de colonies allemandes. sans trop perdre. Oui, alors bon, les Italiens ont jamais été super chauds pour faire la guerre non plus, mais enfin, en tout cas Mussolini tenait ça d'une main de fer et continuait le combat. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a en début septembre, le 3 septembre 43 pour être exact, le débarquement des troupes alliées sur la pointe sud de l'Italie, la botte de l'Italie, et 5 jours plus tard, les Italiens se rendent, déposent les armes, et ça provoque... et les Allemands, eux, ont rapidement proposé une contre-attaque via le maréchal, que je retrouve son nom parce qu'il a un nom Parce allemand. qu'ils s'y attendaient. Kessingler, je crois. J'arrive plus à trouver son nom. C'est pas trop grave. Ouais, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les Allemands savaient pertinemment que les Italiens allaient lâcher les armes au bout de quelques jours après avoir engagé le conflit et étaient déjà prêts à repousser les forces alliées, et ils les ont repoussées avec beaucoup plus de violence que les Alliés ne s'y attendaient. Ce qui a provoqué un enlisement des troupes alliées à peu près à la moitié de l'Italie, et qui a fait que pendant de très nombreux mois, les troupes alliées n'ont pas avancé, et au mois de novembre, Roosevelt met le point sur la table en disant à Churchill, bon écoute, ton débarquement dans les Balkans, c'est de la connerie, on n'avance pas, donc qu'est-ce qu'on fait? On va lancer un débarquement dans la Manche, qui se décidera ensuite être le débarquement de Normandie. Oui. Ce qui se serait passé, si on pousse l'histoire un peu plus loin, si l'Italie avait rendu les armes tout de suite, c'est-à-dire dès le moment où les Allemands ont débarqué, les Alliés ont débarqué, donc le 3 septembre, ils n'ont même pas combattu, ils posent les armes tout de suite, les Alliés auraient fait une percée assez importante en Italie et auraient probablement remonté jusqu'au nord de l'Italie, offrant une plus grande tête de pont aux forces alliées, et très probable, parce que les Allemands n'étaient pas prêts à ce moment-là à réagir. Ils avaient besoin de 5 jours de plus finalement pour avoir un positionnement stratégiquement plus correct et plus utile. Oui. Ça aurait donné quoi? Ça aurait donné que les forces alliées ne se seraient pas enlisées tout de suite en Italie, auraient probablement récupéré une partie du bassin méditerranéen, et du coup auraient... dans cette voie-là, quoi. C'est ça, il se sera engagé dans cette voie-là et aurait probablement annulé ou minimisé le débarquement de Normandie, et peut-être que le désistement plus tôt de l'Italie aurait fait aurait fait gagner la guerre aux Allemands. Voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Parce que en fait, si les Italiens n'avaient pas essayé de se battre de se battre un minimum pour l'Axe, ils auraient fait gagner l'Axe. C'est rigolo en fait quand on regarde ça. C'est ça. C'est que c'est finalement une mauvaise chose devient une bonne chose pour le coup. Voilà, c'est une uchronie assez. Enfin, c'est une des raisons d'une potentielle victoire des Allemands assez peu connue, je pense, mais qui est très intéressante. Qui est très intéressante, ouais. Et voilà. On en a une autre. Tu t'en as parlé, clairement. C'est le débarquement. Le débarquement, il faut savoir que ça a été une réussite beaucoup plus éclatante qu'on ne pourrait le présenter aujourd'hui. Effectivement, il y avait de la résistance, mais beaucoup moins. Vraiment, ça a vraiment bien marché pour les Américains. Et pour les forces alliées, pour les forces alliées. Et du coup, il y a une uchronie également dessus, parce qu'il faut savoir que le débarquement, ça s'est un peu préparé quand ils ont envahi, quand les Américains ont testé un peu leur débarquement quand ils ont débarqué en Égypte, et ça s'était très mal passé à ce moment-là. Et il y a une uchronie qui est assez célèbre aussi, qui s'ils s'étaient pas entraînés, s'ils n'avaient pas fait un tel échec en Égypte, ils auraient probablement pas retiré les leçons de cet échec et auraient foiré un débarquement beaucoup plus massif en Normandie. Et dans ce cadre-là, l'Uchronie aurait été complètement favorable par rapport à... ça aurait vraiment renversé la guerre par rapport aux Allemands. Alors, pour aller très vite aussi, il y a plein de raisons qui fait que le débarquement aurait pu rater, le fait que les Panzer Division soient mieux positionnés, le fait que le débarquement arrive plus tard et que les systèmes de défense soient mis en place, sur le port mobile avec des morceaux aussi, ça c'était très... Aussi. Les Alliés ont énormément bien préparé le truc, mais ils ont joué aussi de chance. Mais certains autres endroits, ils ont joué de malchance. Il y a plein de choses qui s'équilibrent, mais voilà.
On présente que les uchronies qui favoriseraient l'axe parce que on parle de c'est le thème de l'émission, quoi. C'est ça. Je te propose d'enchaîner directement avec la suite parce que là, oui, parce qu'on a un peu de retard. Vous parlez beaucoup. Donc on va parler tout de suite de ma vision des choses parce qu'on a axé cet épisode en 3 visions. Donc la vision que je vais vous présenter, c'est un empire allemand qui aurait certes gagné la guerre, mais qui au jour d'aujourd'hui serait forcément soit éteint, soit à l'agonie. Pour cela, je vais axer ma défense, j'ose dire, sur sur un exemple, un petit exemple qui va pas prouver grand-chose, mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'empires qui sont sur il n'y a pas eu beaucoup d'empires qui sont sur un régime vraiment totalitarisme. Alors il faut que je vous présente cette pensée, le totalitarisme par rapport à la politique. Voilà, totalitariste, okay. qui a été développé par rapport au XXe siècle, enfin vraiment au XXe siècle, avec quelques pays et quelques empires, dont l'empire nazi et l'empire allemand, j'ose dire, le Troisième Reich, et l'URSS en font partie. Et il faut savoir que l'URSS, c'était un empire totalitariste. Et du coup, on sait qu'il a éclaté. Donc, on sait que ça a duré un certain temps, 69 ans. Donc, à l'échelle d'un empire, c'est plutôt moyen. C'est pas fou. C'est moyen. Non, c'est pas très long. À l'échelle d'un empire. Il faut savoir qu'un empire comme l'empire de Chine, c'est 2000 ans. Mais c'est le plus. C'est le contre-exemple maximum. Mais sinon, en moyenne, c'est plutôt 200 ans. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est pour les empires. On a également un État qui était totalitarisme. Enfin, il y en a eu plusieurs. Et celui que je vais vous citer, c'est la Chine de Mao, qui a très bien marché. Mais malgré tout, ça a duré que depuis de 69 jusqu'à 76. Vraiment dans ce régime totalitarisme où en fait la définition de totalitarisme c'est par rapport à par exemple démocratie ou autoritarisme. L'autoritarisme c'est avec autorité on contraint les gens par la force. Le totalitarisme c'est un cran au-dessus, c'est vraiment on veut que tout le monde pense comme nous. C'est de l'endoctrinement et de la propagande. Voilà, mais c'est vraiment extrême, quoi. C'est si vous pensez pas comme nous, on vous extermine, c'est tout. C'est pas on vous donne le choix de faire d'essayer de penser et de faire non. C'est voilà. C'est boum boum, ouais, comme tu dis. Donc voilà, c'est deux. En fait, je vous cite plein d'exemples. C'est juste pour dire que dernièrement, on n'a pas eu tellement de pays ou d'empires qui totalitarisme qui est pérenne sur le temps parce que c'est quelque chose qui pousse à la révolte, j'ai envie de dire. Enfin c'est comme ça que je le perçois. C'est une idée qui ne peut pas durer dans le temps. Voilà, c'est ma vision des choses. Donc je vais vous demander, alors je vais axer ce débat un peu autour de 3 questions. C'est la première, c'est est-ce que vous pensez que les Allemands aurait pu avoir un expansionnisme. Un expansionnisme, merci. Arrêtez les mots trop compliqués, hein, Charles. Ouais, c'est trop. Il y a plus de 3 syllabes, c'est dur. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être illimité? J'ai envie de dire qu'ils auraient pu aller jusqu'à coloniser les États-Unis, le Japon, l'Afrique, enfin que ça s'arrêtait vraiment infini. Ou est-ce que vous pensez comme moi que comme à peu près tous les empires, y a une limite au bout d'un moment, parce qu'il faut des hommes de confiance et que les hommes de confiance, ça peut venir que forcément de son pays ou voilà, c'est un peu l'idée que je développe et que au bout d'un moment on n'a pas assez d'hommes de confiance pour coloniser tout, quoi. Ouais, Alex, je te laisse réagir. Un truc simple, c'est que ça a toujours été très compliqué sur les grands empires d'aller au-delà de leur mer.
mais Oui. des grandes mers, genre les océans, quoi, les grands trucs qui Ouais, mais entourent. on peut imaginer qu'avec les moyens modernes. Avec les moyens modernes, c'est peut-être, mais enfin, il y a toujours cette barrière naturelle qui, je pense, bloque quand même beaucoup, 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 et qui Oui. empêche une expansion. La Russie, oui, enfin oui, parce que c'est dans une continuité, mais après tu te tombes dans l'eau et c'est un peu compliqué, je trouve. Voilà, c'est tout bête, mais j'ai l'impression que c'est un frein psychologique et réel, que ça joue à rien Oui, d'autre, oui, parce que comme ils puis, étaient lancés, ils pouvaient aller partout, hein. ouais, effectivement. Alors, je vais faire l'avocat du diable, même si en fait je suis plutôt d'accord avec vous, mais c'est pour ouvrir le débat. Je pense malgré tout qu'il y aurait potentiellement pu faire conquérir la planète, quoi. En gros, c'est ça la question. Oui, oui, c'est ça la question. Tout simplement parce que les empires, comme tu le cites, précédents, c'est-à-dire par exemple l'Empire romain, etc., Mhm. ils sont effondrés parce que à l'époque, aller d'un bout à l'autre de leur territoire, qui était déjà immense, hein, Oui. il fallait plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est un peu les on a, arguments qu'on enfin, avait développés dans la précédente émission sur les empires galactiques. c'est ça. Oui. Sauf que là, tu as plus le problème parce que tu as la technologie moderne, en tout cas, elle commence à arriver, avec le téléphone, avec plus tard Internet, Mm. avec les avions, avec voilà, des moyens finalement de te rendre d'un bout à l'autre de ton empire en une journée Oui, ou ou ne d'envoyer serait-ce que de communiquer. ou de communiquer quasi instantanément. Mm. Ce qui fait que tu as un moyen de garder toujours un œil sur ton empire, quelle que soit finalement la distance du pays que tu contrôles. Maintenant, je pense que si les Allemands avaient réellement conquéri la complète planète, je pense qu'ils auraient fait un système de protectorat avec des pays qui gardent un gouvernement qui est une identité de pays, mais qui serait des coquilles vides, avec un protectorat allemand, c'est-à-dire qui les dirige, mais pas officiellement, quoi. Bon, Ouais. ça, c'est une autre vision des choses. J'en parlerai plus dans ma vision dans la suite. Mais moi, je pense que c'est pas quelque chose Et d'impossible. tu penses qu'ils auraient assez d'hommes de confiance pour visser un peu, serrer la vis des autres pays Oui, parce que quand tu y réfléchis, t'as besoin de peut-être 5, 6 hommes de confiance vraiment pour diriger. Donc il faut des forces armées à mon avis. Oui, mais enfin, imagine-toi, tu prends un Hitler. En dessous, Oui. tu rajoutes 5, 6 généraux qui ont de la poigne, qui ont du charisme. Je pense que tu arrives à soulever les foules. Par contre, ça ne se ferait pas en un jour. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu passes pas de j'ai l'Allemagne à j'ai la planète. Tu vas étendre progressivement ton territoire et ta propagande avec. Ce qui fait qu'en fait, tu lobotomises les peuples, hein, ni plus ni moins, pour qu'ils Ouais. qu'ils soient à tes genoux, et au bout de, je sais pas, peut-être 30, 40, 50 ans, t'as fini par conquérir la planète. Mais c'est plus une conquête culturelle, quelque part, si on peut appeler ça culturel, de lobotomiser des peuples, plus qu'une conquête militaire, quoi. Parce que la guerre, ils l'auraient gagnée, ils auraient un moyen de limiter les armées adverses, et petit à petit, ils étendent leur propagande et leur vision des choses, et donc leur contrôle. D'accord. Merci de nous avoir partagé ton point de vue en tout cas, parce que c'est pas forcément quelque chose que je partage. Mais bon, voilà, le débat reste forcément ouvert. On va passer à la deuxième question si on a encore le temps. Est-ce qu'on a encore le Vas-y, temps? vas-y. Vas-y, on y va. Alors, la deuxième question que j'avais posée, c'est l'idéologie nazie. Difficile à imposer. Voilà, ça c'est par rapport à d'autres empires, c'est encore plus difficile parce que c'est vraiment quelque chose d'extrême, j'ai envie de dire. Oui. Ils ont, voilà, je pense qu'on comprend un peu ma pensée. Je veux dire, ça tue des peuples entiers. C'est tout pour la race aryenne, c'est compliqué. Je me mets à la place de quelqu'un de l'Europe, un Français. Ouais, je vais travailler pour les Allemands. À l'époque, ils demandaient, c'était en temps de guerre, mais ils demandaient de produire 2 fois plus pour l'effort de guerre, l'effort de guerre, quoi. C'est compliqué pour quelqu'un d'autre de travailler pour le contre de quelqu'un d'autre. Et alors là, on est en Europe, mais c'est encore pire quand si tu imagines par rapport à un pays qui est complètement à l'ouest, je sais pas moi, le sud de l'Afrique, de travailler, de dire ça part en Allemagne, c'est normal. C'est compliqué. Alors, ouais, c'est vrai ce que tu dis, surtout que tu as un fait historique qui te le prouve bien. C'est que sur le peuple allemand, le cas des camps de concentration, le peuple allemand avait des œillères, c'est-à-dire que les mecs qui habitaient à côté voulaient rien voir. Oui. Ils le savaient tout, mais ils voulaient rien voir parce qu'ils étaient lobotomisés, quoi. Mais par contre, dès que tu allais rien qu'en France,
qu'il y a plein de Français qui se rendaient compte des problèmes, qui essayaient d'agir et d'empêcher les choses. Bon, alors à leur manière, avec des résistants... Je voudrais pas parler pour le peuple allemand, donc... Non, mais enfin, c'est démontré, c'est historiquement démontré. C'est-à-dire que ils étaient tellement embrigadés dans cette pensée qu'ils voyaient rien, quoi. Alors que dès que tu passes la frontière, rien que tu vas en France, déjà, les gens, tu vois, commençaient à avoir du mal avec ça. Il y en a qui collaboraient, évidemment, hein. Mais c'était plus par peur et par terreur de l'armée que par l'idéologie. C'est ça. C'était plus vieux, ça avait commencé beaucoup plus tôt. C'était peut-être fait un peu plus à l'idée, quoi. C'est ça. Et je pense élu légalement. Ouais. Oui, Et en plus, oui. Oui, c'est la prise de pouvoir. Ouais, bref. Mais je pense du coup que tu as raison, c'est que cette idéologie, elle aurait été difficile à imposer à une très grosse population, très éloignée. Enfin, ça aurait été compliqué, quoi. Vraiment d'arriver à imposer ça, parce que, pour imposer ça au peuple allemand, je pense que ça a été compliqué et c'est quand même un peu réduit par rapport à la population de l'Europe ou du monde, quoi. Donc après, je sais pas, je valides plus ou moins ma crainte que je valide plus ou moins pu être pérenne sur cet aspect-là, en tout cas. Ouais, je pense que ça aurait été compliqué. Donc, je laisse la parole à Alex. On va faire l'inverse. On va dire que s'ils ont réussi dans leur pays, pourquoi pas étendre ces techniques-là et puis de façon drastique réduire les personnes qui seraient contre à néant. Voilà, donc... Voilà, s'ils réussissent un petit peu, est-ce qu'ils peuvent continuer? Donc, on leur laisse le bénéfice du doute à jamais. Ouais, il n'y a pas de limite à l'horreur, c'est ça ton... là, c'est le message. D'accord. Non, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Est-ce que vous validez une dernière question? Ouais, vas-y. Allez, vas-y, vite fait. Vite fait. La dernière question, enfin le dernier point en tout cas pour moi qui aurait été complètement fou, c'est que le leader, à savoir Hitler, ses idéologies, c'est un peu lié aux idéologies, mais il était complètement, il aurait été de moins en moins crédible, j'ai envie de dire, parce que ce qu'il faisait en temps de guerre, ça passait, mais imaginons que qu'il y a plus qu'il y ait plus de famine ou il y ait plus de crise. Le leader, il était de moins en moins crédible. Et ma deuxième partie à cette question, c'est il aurait pu commettre une gaffe à tout moment, c'est-à-dire ah bah tiens, on a tué vraiment tout le monde, maintenant ça sera les bruns et après ça sera ceux qui ont les yeux pas bleus, quoi. Et du coup, ça aurait été complètement, il aurait pu s'auto-éjecter lui-même de ce pouvoir-là, quoi. Enfin, c'est cette idée-là que je défends. Je vais laisser parler Alex parce que je sais pas. Nervous breakdown total. Oui, mais il était pas tout seul, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des gens pour l'aider un peu, quoi. Ouais. Épineuse question. Pas simple. Parce qu'on sait, c'est avéré. C'est dur de dire que Hitler n'était pas fou, alors que c'est clairement un fou. De dire que s'il avait gagné la guerre, on dirait que c'était un génie, hein. Ouais. Oublions pas ça. Oui. Mais c'est clairement un fou quand même, quoi. Oui, non, mais bien sûr. De se dire qu'il y a que les blonds aux yeux bleus et que lui il est brun aux yeux marrons, déjà, il n'y a pas trop de cohérence. Oui, d'accord. Alors, il avait un problème en effet. Alors, je pense que, c'est possible en effet qu'il soit qu'il est de moins en moins cohérent et ça se voyait. Sur les premières années, il avait vraiment un charisme d'orateur, notamment assez impressionnant. On peut pas lui enlever. C'est comme ça qu'il a endoctriné les foules. Enfin, faut pas se faire d'illusions. Mais c'est vrai que d'année en année, tu sentais qu'il perdait de plus en plus sa puissance d'orateur et de charisme. Mais est-ce que c'était dû au tournant que prenait la guerre? Est-ce que c'était dû à rien de moins bien? Parce qu'il y a un moment où quand finalement il a atteint le max de ce qu'il pouvait faire, finalement après ça passe plus, quoi. Ouais. C'est dur de répondre. Je sais pas. Après, on peut imaginer, pour me faire l'avocat du diable, parce que vous avez pas l'air d'avoir des idées, et on va faire vite quand même. Non, oui. On peut imaginer que il push, mais que son idéologie continue à être pérenne, c'est-à-dire qu'il est pas, qu'il soit en dehors du coup, quoi, pour le coup. Oui. Mais là, c'est le leader qui nous intéresse. Mais oui, en effet. L'idéologie peut vivre sans lui, sachant qu'on sait qu'il y avait des gens en dessous de lui qui étaient encore plus extrémistes que lui, hein. Et puis il y a eu un push raté sur lui, voilà, quoi. Aussi, oui. Ça parle un peu pour tout dire, quoi. C'est ça. Ok, très bien.
Allez, à c'est mon la tour. suite. Hein. C'est ça. Je suis vais devoir parler désolé. très Ouais. vite. C'est pas grave, c'est pas grave. On débordera un peu, le CSA nous l'autorise. Donc, moi, je vais vous donner ma vision des choses. Moi, en fait, je pars sur une hypothèse, je vais détailler après, mais je pars sur une hypothèse qui, en gros, tournerait à une sorte de redite de l'histoire, où on aurait une sorte de guerre froide entre l'Allemagne et le Japon, à la fin de la guerre. D'accord. Mais avant de commencer par ça, je vais vous citer mes références, parce que si vous les avez vues, lues ou entendues, ces références, vous allez pouvoir... Enfin, vous allez reconnaître mon dialogue. Donc, deux références, deux livres que j'ai lus, que j'ai trouvé très intéressants. Le Maître du Haut-Château par Philippe Dick et Fatherland par Robert Harris. Ouais, Mecha, c'est son deuxième prénom, on s'en fout. Il y en a plein des Philippe Dick, c'est pour ça en fait. Ah, d'accord. Donc le premier, ces deux livres sont en fait des romans policiers, on va dire, ou qui part du principe que la Seconde Guerre mondiale a été gagnée par l'Allemagne, qui se place dans les années 60, fin 60, début 70. Et bon, il y a une intrigue policière derrière tout ça, mais ça nous plonge un peu dans ce monde et ça nous montre un peu comment se passe l'idéologie allemande, comment c'est un peu organisé le monde, même si c'est pas une vision très très externe, très historique en disant oui ils ont gagné ça, ils ont gagné ça, ils ont fait ça. C'est vraiment basé sur le roman, mais quand même ça donne une vision très intéressante. Troisième référence un peu plus exotique, c'est l'épisode 11 de la saison 4 de Sliders. Sliders, les petits gens qui passent de monde parallèle en monde parallèle, qui s'appelle California Reich. C'est pas les Allemands qui gagnent la Seconde Guerre mondiale, mais on est dans un monde qui ressemble, ou un pays, où tu as un régime totalitaire qui veut exterminer une partie de la population, etc. Ça ressemble beaucoup à l'Allemagne nazie, quoi. Ouais. Voilà, pour faire simple. Et c'est assez intéressant. Il montre un peu la vie, ce que ça aurait pu donner s'ils n'étaient pas en période de guerre, quoi. Finalement, s'ils avaient gagné la guerre, quoi. C'est pas mal intéressant. Bon, tout ça. Vous allez voir que ça se retrouve dans la vision que je vais vous exposer tout de suite. Donc, déjà, la première chose. On sort de la guerre, admettons qu'elle se finisse en 45, mais peut-être qu'elle se serait finie en 46, 47, ou plus tôt, j'en sais rien. Pour moi, Comment ? Ou qu'elle ne s'arrête pas. Alors, oui, mais ça, c'est pas ma vision. Ah oui, c'est pour dire. Elle s'arrête plus ou moins en 45, à quelques années près. On n'est pas à quelques millions de morts, après tout. Donc, au sortir de la guerre, l'Allemagne a gagné avec le Japon. Ils ont écrasé l'URSS, les États-Unis et tout ce qui pouvait rester de résistance. On se retrouve avec, pour moi, le monde coupé en deux. D'un côté, l'Allemagne, qui va s'étendre sur toute l'Europe, sur une partie de la Russie, sur le nord de l'Afrique, voilà, globalement. Et surtout, qui va agrandir ses frontières, en englobant par exemple République tchèque, Autriche, etc. Mais pas toute l'Europe. Les autres pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie deviendraient des protectorats allemands, c'est-à-dire des pays vidés de toute substance. Ils ont un gouvernement, machin, tout ça, mais en fait derrière c'est l'Allemagne qui dirige, un peu en sous-main. C'est des sortes de colonies, voilà. Et évidemment, c'est un protectorat parce que l'Allemagne protège le pays officiellement, etc. Ouais. C'est-à-dire que s'ils sont pas dedans, ils leur cassent la gueule. Donc... c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas officiellement la frontière, c'est pas écrit Allemagne sur la carte, mais bon, c'est pareil, quoi. Voilà. Côté Japon, on aurait plus ou moins la même chose, je pense, à la différence près que le Japon, notamment côté Amérique, donc Amérique du Nord et Amérique du Sud, aurait pris une partie des territoires les plus intéressants, notamment par exemple si on prend l'exemple des États-Unis, toutes les côtes est et côte ouest, qui sont très peuplées, qui sont le cœur économique des États-Unis. Donc ça serait intégré à l'Allemagne, peut-être aussi sous une forme de protectorat. Allemagne ou au Japon, oui. Intégré au Japon, pardon. Peut-être sous une forme de protectorat, mais en tout cas très très lié au Japon. Et puis les territoires un peu plus inutiles, les Texans et compagnie là, ils seraient un peu laissés comme ça, en mode on vous les laisse, mais c'est bon, ça se passe plus parce qu'on s'en fout qu'autre chose, quoi. Tout ça donnerait quoi ? On aurait une lutte entre deux blocs, une sorte de redite finalement de la guerre froide, comme je l'ai dit en introduction, oui. Avec deux blocs, mais à la différence de la guerre froide, c'est que ces deux blocs ne s'affronteraient pas directement. On n'aurait pas un rideau de fer entre les deux sur la frontière finalement, on n'aurait pas, je sais pas, le mur de Berlin dans une autre ville, je sais pas où. On aurait vraiment deux blocs, certes, mais qui sont alliés et qui sont copains et qui s'entendent bien, en apparence. Dans les faits, les deux voudraient contrôler l'ensemble de la planète. N'oublions pas que sur chacun des blocs, on a un régime totalitaire avec probablement un dirigeant
un peu mégalomane, quoi, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et donc il y aurait une sorte de lutte discrète qui durerait des années et des années, probablement beaucoup plus longtemps que ce qu'a duré la guerre froide qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire peut-être jusqu'en, je sais pas, 2010-2020, j'en sais rien, où on n'aurait finalement pas de guerre ouverte entre les deux blocs. Les deux blocs sont officiellement alliés, mais ils se chamaillent à droite à gauche, ils essayent de se piquer un truc par-ci, se piquer, prendre une position par-là, qui permettrait peut-être plus tard de faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Restons dans cette période donc des années, on va dire, des années 55-60 aux années, je sais pas, 2020. Je donne des dates, mais ça a probablement aucun sens historique. Pour s'intéresser un peu à la situation sociale dans laquelle seraient ces différents pays, rapidement, pour moi, l'Allemagne aurait très rapidement mis fin au nazisme exacerbé qu'on connaît pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que dans les mi-années 50, fin années 50, je pense qu'ils auraient relâché le pied vis-à-vis notamment de l'extermination d'une partie de la population humaine. Tout simplement, pour deux raisons. La première, je pense que le fait d'avoir gagné la guerre les ferait se sentir en confiance et se dire ouais bon c'est bon, on peut être un peu moins méchant, enfin un peu moins exigeant. C'est-à-dire je comprends, la deuxième, ils ont beaucoup plus de ressources. C'est ça, ils ont plus de ressources, ils sont pépères, ils sont un peu les maîtres du monde ou presque. Enfin voilà, ouais. Ils se sentiraient moins menacés quelque part. La deuxième, voilà, c'est ça. Ils toléreraient finalement les autres peuples. La deuxième, ça serait aussi que cet idéalisme serait quand même difficile à imposer au cœur des peuples. On revient à ce que tu as dit avant, Charlie. Du coup, ils pourraient pas se permettre de le continuer trop longtemps parce qu'ils ont un autre problème, c'est que le fait d'avoir des pays conquis, c'est qu'il faut étouffer la résistance et se mettre les peuples dans la poche, et cet idéalisme-là leur en empêcherait. Ouais. Et on arriverait donc à fin des années 50, début des années 60, dans une situation où les peuples conquis par l'Allemagne seraient finalement résignés, auraient admis la défaite et continueraient d'accepter ils accepteraient leur sort, quoi, ni plus ni moins. Côté Japon, ça serait un peu la même chose, mais beaucoup plus facilement, puisque eux, ils se contenteraient simplement d'imposer leur vision du monde. On connaît la culture japonaise, le côté avec le très respectueux de ses supérieurs, etc., etc. Ils imposeraient ça, à mon avis. Ils y arriveraient assez rapidement. Enfin, je pense que pareil, dans les années 60-70, tout le monde y serait plus ou moins converti. Mais il y aurait une petite subtilité, c'est qu'il y aurait quand même, les peuples auraient du mal de se faire à une chose, c'est que, à mon avis, les Japonais auraient imposé une chose qui serait que, quelle que soit ta classe sociale en termes de japonais, tu serais toujours supérieur à un étranger, quelle que soit sa classe sociale. Ouais, ils se retrouvaient bien avec les Allemands là-dedans, sur cette idéologie. C'est ça. Et je pense que ça très intérieurement, vis-à-vis des peuples conquis, ça passerait assez mal, et il y aurait une sorte de mini-guérilla qui serait menée par les peuples conquis, et qui serait d'autant plus soutenue par les territoires que j'ai parlé avant, qui seraient laissés à l'abandon par les Japonais, le Texas et compagnie, là j'en parlais tout à l'heure, qui seraient des territoires finalement cœur d'une sorte de rébellion contre le Japon, ce qui ferait que le Japon aurait un réel souci de ce niveau-là, et un peu à devoir gérer ça, sachant qu'en plus ils ont une volonté quand même à pas trop se militariser. Il faut voir que le Japon, je pense que c'est un pays qui militarisé, c'est pas le problème, mais pas sur-militarisé et pas dans la surréaction militaire. Donc tout ça ferait qu'ils seraient dans une situation délicate. Maintenant, et je vais en terminer là. Est-ce que j'ai fait le tour ? Oui, je vais en terminer là. Si on continue à se plonger dans le futur, donc là je vais loin dans le futur, peut-être, je sais pas, 2050, j'en sais rien, on finirait par rentrer dans une guerre froide, dans une guerre ouverte entre les deux blocs, à un moment ou à un autre. Il y aurait un élément déclencheur quelconque qui ferait qu'on entre officiellement, ces deux blocs entrent officiellement en guerre, et je pense qu'à terme, mais dans très longtemps, avec beaucoup de pertes et de grosses difficultés. Enfin, je pense qu'à terme, l'Allemagne finirait par prendre le pas sur le Japon, mais de manière très difficile. Enfin, ça prendrait des centaines d'années. On serait peut-être dans une guerre de 100 ans ou quelque chose comme ça. Il finirait par prendre le pas sur le Japon, tout simplement parce que le Japon se serait un peu moins militarisé et aurait un peu sous-géré les problématiques que je disais avant de rébellion
légère, mais qui finalement ils auraient suggéré seraient devenues plus amples. Et un peu soutenu par l'Allemagne aussi, discretos, pour que ça tape plus fort. Oui. Et puis à terme, à très très long terme, je pense que l'Empire allemand de toute façon se serait écroulé, épuisé et fatigué par ces dizaines et dizaines d'années de guerre. Ils auraient plus réussi à tenir les peuples et on serait tombé dans une anarchie, fin d'une civilisation, comme on a pu la connaître tout au long de l'histoire du monde. Et je m'arrête là. J'espère que je vous ai pas saoulé, mais voilà. Non. C'est bien, tu me rejoins un peu finalement sur la fin. Oui, mais moi, ça sera en 2200, quoi. D'accord. C'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Voilà. Pour une histoire un peu complète, et ceux qui ont lu les livres dont j'ai parlé avant, notamment, retrouvent ce côté double bloc, avec qui se tiraille, mais pas officiellement. Voilà. C'est ça que j'ai repris notamment. Enfin, qui m'a inspiré tout simplement. Et je laisse la parole à Alex. Oui, c'est bon. Moi, je vais faire une partie un peu moins sérieuse, on va dire, de tout ça. Moi, je m'intéressais plutôt à la partie évolution scientifique qui aurait pu changer. Donc, on va pas s'intéresser à la partie un peu morbide et dégueulasse de la médecine. Moi, j'aime plutôt les autres. Voilà. S'il te plaît, épargne tout ça, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc là, en fait, on va commencer avec l'évolution des fusées. Alors, on sait que globalement, avant la conquête de l'espace réel, vous avez quand même une pré-évolution avec tout ce qui était création de missiles après les fameux engins de la mort qui se baladaient au-dessus des champs de bataille pour tuer dans les airs. Voilà. On a les fameux missiles qui se baladaient, et les premières versions du V2, par exemple, un missile balistique sol-sol, qui a été construit tout simplement en 44. Voilà, ils sont arrivés en fin de la guerre, c'était des missiles servant à aller pilonner les autres de loin, mais de très loin. Voilà, c'est que quand vous avez une portée de 320 km, c'est pas pour être en direct du champ de bataille. Donc là, c'est pour aller détruire tous les autres. C'est des trucs qui rentraient une charge de 980 kg et ainsi de suite. Donc pourquoi Damatol 39 en plus, c'est un truc dégueulasse, mais voilà. Il y avait 12 tonnes au lancement, hein, donc c'est du très gros, on va dire. Ouais, c'est du gros calibre. Ouais. C'est du gros calibre, tout piloté un peu bizarrement parce que c'était de la balistique. Hein. C'est-à-dire que vous jouez que sur l'inclinaison et sur la puissance de feu, et que le reste, c'est que des calculs pour savoir où ça va atterrir. Donc tout ce qui est dommage collatéral, ils étaient très forts là-dessus, bien avant les Américains. Et ce qui fait que une uchronie là-dessus, c'est que on sait que c'est pendant ces fameux temps de guerre, de confrontation, que vous avez les meilleures évolutions techniques, les plus rapides en fait. Et pourquoi ça? Parce qu'il faut être le meilleur le plus vite. Voilà, c'est pas quand tu peux pas changer le nombre de ton armée, tu changes les armes que tu donnes à ton sur armée. La valeur ajoutée, quoi. Voilà, sur la valeur égale, parce que à part les Russes, personne peut produire de la chair à canon de façon illimitée. Ouais. Voilà. Donc les autres, ils ont dû se batailler. Donc première étape, les missiles. On aurait pu penser que fallait pousser tout ça et arriver petit à petit à une guerre un peu comme je vais souvent revenir un peu comme toi Aurélien, c'est que la liaison en fait qu'il y aurait entre cette guerre seconde guerre mondiale un peu modifiée et la guerre froide qu'on a connue, ce serait rapproché en fait que cette seconde guerre mondiale enchaîne directement sur cette guerre froide, mais alors avec le bloc allemand plus le bloc japonais et États-Unis. D'accord. Ce qui fait que, comme tu as un pouvoir énorme, de place énorme, il faut pouvoir le régler de façon très rapide. Ce qu'on évoquait aussi, de façon de pouvoir se déplacer, ou alors intervenir sur n'importe quelle zone en un instant, en un clin d'œil, tout simplement. Donc là, on ne serait plus dans de la recherche spatiale, aller plus haut et plus loin dans la Terre, mais aller plus vite et encore plus de dommages. Ce qui fait que on aurait eu une évolution de tous ces missiles
extrêmement beaucoup plus rapide. Surtout que là, c'est des choses techniques qui sont possibles, parce que ce qui manquait un peu au missile, c'était les tests. Globalement, hein, parce que on sait comment ça marche, hein, c'est pas dur, et que il suffit de mettre un peu d'argent là-dedans pour pouvoir avoir une courbe de progression de ce système-là énorme. Donc, ces gros missiles-là télécommandés seraient arrivés très vite, et ainsi de suite, et avec des grosses charges, et ainsi de suite. Et j'en viens à mon deuxième point, les charges nucléaires. Et oui. Ah. On sait que ces recherches-là avaient bien commencé bien avant la guerre froide sur les recherches nucléaires pour directement faire le plus de dommages possible. Donc, pourquoi pas la mettre directement en application? Voilà, c'est que là, dans une zone de conflit comme ça, faire des tests, non. On sait que ils ont fait des tests d'essais nucléaires en mettant des Russes qu'ils avaient capturés à l'époque pour voir comment ils réagissaient en se prenant ça de très loin. Bon, pas très bien, mais au moins ils avaient la compétence technique et à ce moment-là, il n'y avait pas de frein à l'utilisation, vu que c'est les méchants, donc boum, on balance une truc nucléaire sur eux, même si elle n'atteint pas trop la cible, c'est pas trop un souci, du moment qu'elle va faire les dommages. Voilà. Et si en plus elle fait des dommages qu'on maîtrise pas, c'est encore mieux. Parce que on influe encore plus sur la peur et sur cette arme de dissuasion qui, là, c'est pas de la dissuasion vu qu'elle a été utilisée. Ouais. Voilà. Sachant que ça a été utilisé, cette arme, de plusieurs fois, hélas, dans l'histoire, donc pourquoi pas la mettre directement ça? C'est un des deuxièmes points. On enchaîne avec mon troisième point, c'est un truc, on va commencer dans les trucs farfelus un peu. Alors, pour ceux qui connaissent des séries de jeux vidéo, il y en a une qui a fait sa renommée là-dessus. C'est celle reprise récemment, c'est Return to Castle Wolfenstein, et tout récemment le Wolfenstein The New Order, qui dit que carrément on est en 2200 et 2010 ou un truc comme ça, et c'est encore les mêmes au pouvoir, sachant qu'ils auraient gagné cette Seconde Guerre mondiale. Ouais. Voilà. Donc ça nous amène à des armes un peu rigolotes, un peu spéciales, qui dans les faits servent pas à grand chose, mais qui sont trop badass. C'est par exemple les canons de Gauss et les canons magnétiques, et globalement tous les armes électromagnétiques, que ce soit les fameux lanceurs EMP pour désactiver tout ce qui est électronique autour de chez soi, ou ces fameux canons EMP qui dans le principe sont tout simples, c'est faire des champs magnétiques pour faire accélérer un objet très petit et en métal qui serait une balle, voilà, qui permettrait de lui donner une vitesse énorme pour pouvoir sortir, et surtout éviter les problèmes d'enrayement, éviter les problèmes de poudre, de manquement de poudre, vu que là il suffirait juste un peu d'électricité et on arrive à des... Et ça fonctionnerait comme un fusil en fait. Ah, c'est exactement ça. Voilà. Bon, par contre, dans l'eau, c'est pas cool, quoi. Oui. Ah ouais, de toute façon, les armes dans l'eau tout court. Ouais, c'est vrai, mais bon. Enfin, voilà, là c'est pas bien. Donc ces armes électromagnétiques, ces fameux canons de Gauss, ils sont totalement en place, quoi. Ils sont fonctionnels et ils sont utilisés dans d'autres jeux vidéo à tendance un peu spéciale, comme Soul Calibur, si vous voyez, qui se base sur le fait que à Tchernobyl, il s'est passé des trucs un peu spéciaux. Ouais. Il y en a dans Fallout. Alors je sais pas si c'est le même principe, mais ça s'appelle les canons Ghost aussi. Enfin, c'est un nom répandu. Hein. Après, je sais pas si le principe est le même derrière. Ouais, c'est pas mal. Par contre, pour New Order, j'ai dit une bêtise, c'est pas en 2000, c'est en 1960 encore. Mais bon, ça change pas grand-chose. Ils ont déjà l'arsenal pour utiliser l'électricité pour faire des dommages. Deuxième partie, un truc qui est encore pas deuxième, mais enfin quatrième partie sur les mechas. Voilà. Parce qu'en fait, quand on pousse la technique d'évolution de l'humain pour qu'il soit le plus fort et le plus grand, on se dit qu'à un moment ou un autre, faut lui mettre des pompes hydrauliques, et ainsi de suite,
Des exosquelettes un peu. Un exosquelette complet qui lui ferait se transformer en gros méchant pas beau dans une carrière de métal. Sachant que... Bah, si tu veux mettre de la valeur ajoutée, c'est ce qu'il faut faire. Quoi. Là, tu multiplies par 10 la puissance d'un homme. Quoi. Et là, c'est limite le plus simple. Parce qu'il suffit de mettre quelques bouts de tôle, un peu de pression hydraulique, de l'électricité, et pouf, vous avez un super guerrier qui serait bien parce qu'il pourrait... qui aura des cheveux blonds en plus. Ouais, cool. Ah bah oui, bah super guerrier. Souvenez-vous du boss du premier de Wolfenstein 3D dans la version non censurée, c'est-à-dire la version pas allemande, où vous deviez tuer un mecha Hitler. Un mecha Hitler. Okay. Pourquoi pas. C'est l'idée. Donc c'est vraiment cette évolution technique. On parle aussi des supraconducteurs et des bobines Tesla. Donc là c'est plus vers la Russie, mais comme ils se tapaient l'un sur l'autre, cette fameuse guerre froide qui serait peut-être née aurait amené un échange de scientifiques, et principalement ceux qui travaillent sur les bobines Tesla, pour avoir directement créé des arcs électriques entre la bobine Tesla et un corps humain ennemi. Donc, c'est électrocuté directement. Voilà, sachant que tu mets un gros ampérage et que le mec frit comme un poulet en 2 secondes. Donc au moins c'est rapide, ça consomme que de l'électricité, mais le stockage à l'époque, on était quand même pas loin d'avoir ce qu'il faut. On va terminer par la partie la plus bizarre et un peu spéciale, c'est les zombies. Pourquoi ? Bah parce que des zombies nazis quoi. Est-ce que c'est idéal ? C'est évident. C'est trop bien. De toute façon, ils se cachent sur la face cachée de la Lune actuellement. Voilà, ils vont revenir un jour ou l'autre. C'est ça. Donc autant en mettre. C'est que si tu fais si tu pousses les recherches à tout moment, tu vas peut-être tomber sur le mecha. C'est bien, mais il faut un mec normal dedans. Et s'il est tué, faut qu'il continue d'utiliser le mecha. Donc, pour les mettre. Donc des zombies méca. Ah, des zombies méca. Vas-y. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu l'évolution suprême du combattant qui sera amené à combattre depuis 45, enfin depuis 39, et il serait un style parfait pour détruire ces charognards d'Américains qui débarquent sur l'eau avec des chars gonflables. Ouais, mais je trouve plutôt... C'est vrai, les chars gonflables, ça, oui. Je trouve plutôt que les zombies, ça a surtout un intérêt, c'est que quand tu es en guerre et que tu tues un adversaire, il est mort. Ouais, quand c'est un zombie qui tue un adversaire, ça fait un adversaire en plus. Enfin, tu vois, ça fait un allié en plus. Non, et ça, c'est vachement plus mieux. C'est bien pour les adversaires, comme ça, ils ont pas de remords, quoi. Ah bah tue du zombie, c'est trop bien, c'est trop l'argument des jeux, quoi. Mais oui, mais de toute façon, c'est dit. Ouais, mais quand tu perds un homme, t'en fais gagner un à l'adversaire. Et ça c'est pas cool. Et ça, c'est chaud. Ah, il respawn. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il reste, mais dans le camp ennemi, quoi. Il se cache un peu et il guérit. Il respire un coup. C'est ça. Il prend une plante verte et c'est bon. Donc voilà. Et vous, est-ce que vous avez une idée de 2 choses farfelues niveau combat de guerre qui auraient pu continuer, on va dire, en 1960 ou un peu après, qui serait l'évolution de cette guerre ininterrompue? Je sais pas. À vif, là. C'est vrai que c'est un sujet vaste parce que les Allemands sont très réputés pour avoir mené beaucoup de recherches. J'ai vu des films où ils s'intéressaient à des trucs historiques comme un Indiana Jones où ils s'intéressaient à une certaine boîte qui désintégrait les gens. Ah oui, en effet. Un arche. Voilà. Donc voilà, ça c'est bien farfelu, ça me plairait bien. Ouais, mais alors bon, par contre, ça fait un peu... tiens, t'envoies un cadeau aux Américains, mais qu'est-ce que c'est? Ah, ouvrez la boîte, hein, vous allez voir, c'est bien. Hein. Oh, mais c'est juste un cheval de Troie. Oh. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, un cheval de Troie. Non, je sais pas. Et puis, de toute façon, je pense qu'on arrive à la fin du temps, donc si t'as rien d'autre à ajouter, on va conclure. Non, ça va être l'heure de conclure, effectivement, de cet épisode spécial. Eh ben, on va conclure. On va conclure en vous disant déjà merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On aime bien faire des petits épisodes comme ça un peu hors technologie. J'espère que vous avez senti que ça nous passionnait comme sujet. On rappelle qu'on n'est pas pro-nazi ou pro quoi que ce soit. C'est juste un thème d'émission et que voilà quoi. Non, c'est juste qu'on aime bien se poser des questions de qu'est-ce qui aurait pu se passer.
Non, Sans mais c'est le principe de SI, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Que après, bah voilà, on a fait là de la rétro-anticipation. On a fait on a anticipé dans le passé, puis anticipé dans le futur avec l'anticipation du passé. Retour vers le C'est futur de clair. l'anticipation. C'est ça. Un peu de ça. Sinon, on vous donne rendez-vous donc le 25 juin à 21h, toujours sur Bad Geek, vous avez l'habitude, pour l'enregistrement de l'épisode 20. Ça sera le dernier épisode de la saison, ça sera un épisode spécial, un peu comme on a fait la saison dernière. Pour le dernier, on va reprendre un peu les thèmes de la saison courante, et puis on va les traiter de manière un peu apocalyptique, tout ça, fin du monde, parce que c'est rigolo. Il va falloir venir. Hein. Faut pas la louper celle-là. Hein. Non, c'est mission de ne pas rater. Sinon, bah, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le Tumblr, sur Twitch, sur YouTube, partout. Donc, n'hésitez pas à écouter aussi en pas online, si vous n'êtes pas dispo quand on fait l'enregistrement. N'hésitez pas à nous donner votre avis, commentaire, tout ça. Ça nous plaît toujours. Et puis, pour ceux qui nous écoutent en live là tout de suite maintenant, ne partez pas. Vous pouvez on fait une petite after pour continuer le débat et pour discuter si vous avez envie. Sinon, bah, on se casse. Voilà, à plus. Au revoir. En plus.